Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard extérieur qui commence dans les rues de Paris. Nous allons nous intéresser à la République démocratique du Congo. Ce pays occupe le devant de la scène depuis quelques mois déjà. Et pour cause, le président Joseph Kabila se maintient au pouvoir grâce au fameux accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, signé avec l'opposition. Si celle-ci apparaît désormais affaiblie, la société civile, quant à elle, ne compte pas se laisser faire. Et pour cause. D'ailleurs, le mouvement citoyen Les Congolais Debout, qui a vu le jour à quelques pas d'ici, entend bien faire basculer le cours de cette élection. Mais avant d'interroger Sindika Dokolo, le fondateur de ce mouvement, nous sommes allés à la rencontre des Africains de la diaspora. Je vous propose de regarder. Ça, tout dépend de l'implication des personnes qui veulent s'impliquer justement dans la vie de leur pays et dans leurs besoins de démocratie et de liberté. Je pense à 100% que oui. Il suffit que le peuple soit uni et se donne les moyens et de faire changer les choses. Je pense que l'Afrique n'est pas pauvre, elle est juste désunie. Si je peux me permettre d'intervenir ainsi. Bonjour Sindika, vous avez choisi de nous recevoir cette fois-ci pour nous parler du mouvement Les Congolais Debout, lancé il y a un mois seulement. La situation RDC est un peu confuse. Pour les autres Africains, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Première question, pourquoi un mouvement citoyen ? Vous savez, mon approche en fait par rapport à la situation de la RDC, qui est dramatique, ça tout le monde le sait, même si elle est complexe, c'est que moi je viens d'une culture de société civile. J'ai été très engagé depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la culture et mon objectif ça a toujours été de promouvoir une certaine idée de la dignité africaine à travers la culture et l'histoire et l'art. Et donc je me voyais mal avoir fait tout ce parcours pendant 15 ans, tous ces efforts, que ce soit sur le pillage des œuvres du palais du roi Béhanzin qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly, que ce soit sur les questions des pillages d'autres musées en Afrique et des questions de nature historique, et de rester les bras croisés sur ce qui se passe dans mon pays. La situation RDC est très grave. On a un pouvoir qui a pris en otage finalement nos institutions et qui utilise un peu une stratégie de la terre brûlée, là où on laisse se créer, où on encourage même parfois des instabilités à gauche à droite qui ont un prix humain qui est terrible et sans précédent. Par rapport à ça, il me semblait parfaitement naturel d'essayer de proposer, de s'unir autour de valeurs, autour de principes. Et donc c'est ainsi qu'est née l'idée des Congolais Debout, qui est avant tout un collectif, c'est pas seulement une initiative personnelle, mais il y a tout un nombre de camarades congolais qui sont associés à cette initiative, et maintenant on est plus de 50 000. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, vous avez choisi dans la vidéo que vous présentez, vous avez fait un texte en français, un texte en lingala, pourquoi ? Alors la particularité de la RDC, c'est qu'on a un pays tellement vaste. Vous savez, nos limites territoriales ont été déterminées, définies à la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle. Et donc, on a beaucoup de populations qui, à la fois, sont transfrontalières avec l'Angola, la Zambie, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, etc. Mais en même temps, on a beaucoup de dialectes à l'intérieur du pays. Je crois qu'on a plus de 200 dialectes en RDC. Et depuis le moment de notre indépendance, ça a été un grand problème de trouver une langue qui était donc commune à l'ensemble des Congolais. Ça a été d'abord le français. Et puis ensuite, ça a été le lingala, qui est la langue de l'armée et la langue également des missionnaires, donc des prêtres. Et donc aujourd'hui encore, et surtout dans l'ouest du pays, c'est la langue qu'on utilise. Maintenant que le français s'est quand même beaucoup perdu avec le naufrage de l'éducation en RDC. Donc les gens parlent beaucoup plus lingala. Si aujourd'hui vous voulez passer un message qui puisse être entendu par le plus grand nombre et par la population, et notamment à Kinshasa, vous êtes obligé de parler en lingala. Les gens, souvent en français, ont du mal à comprendre ou à interagir. Bandeko nangai, komo nangai Sindika Dokolo. Mboka ezali kokufa.
Bana bazotanga lisusu te. Baopito ezangi kisi. Mbongo obekomata. Ti wapi. Totelema, biso banso. Biso ba Congolais tolobi stop. Des Congolais ont décidé de dire stop. 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 Je suis un Congolais debout. 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 Si comme nous, vous pensez que la RDC souffre d'avoir été trahie par ses dirigeants. Si comme nous, vous pensez que le pouvoir est en train de se maintenir en violation de la Constitution. Si comme nous, vous pensez que le Congo mérite mieux. Si comme nous, vous pensez que l'alternance doit se faire en 2017. Et que la responsabilité citoyenne doit s'imposer à la violence d'État. Alors, rejoignez notre grand mouvement citoyen. Devenez un Congolais debout. Quel que soit votre parti politique, quelle que soit votre conviction religieuse, quel que soit votre lieu de résidence. Parce que tous ensemble, nous pouvons sauver la RDC en 2017 et ramener la paix, la stabilité et la légitimité dans le respect de nos lois. Naza Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Congolais Mouimana. Je suis un Congolais debout. Je suis une Congolaise debout. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Naza Congolais yakote les mains. Debout Congolais. Je suis un Congolais debout. Je suis un Congolais debout. Vous venez de rappeler que vous êtes un natif de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage politique finalement de la RDC? On a en tête Patrice Lumumba, mais on a également Mobutu. Je vous propose qu'on regarde un extrait du discours prononcé par Patrice Lumumba sur l'indépendance. Donc on regarde et ensuite vous commentez, vous nous dites ce que cela vous fait. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Patrice Lumumba, qu'est-ce que cette figure vous inspire? Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme qui a, par exemple, motivé votre décision de créer ce mouvement, les Congolais debout? Absolument. Patrice Emery Lumumba, c'est un symbole. Et je pense que les nations, elles se créent, elles s'érigent, elles se bâtissent autour de symboles, autour d'un récit national, autour d'une imagerie collective. Et pour nous, au Congo, Patrice Emery Lumumba, c'est vraiment ce personnage, et notamment le passage que vous avez décidé de montrer. Il est tellement important parce qu'il s'agit tellement de la dignité africaine. En fait, si vous regardez bien, il y a un moment, juste avant le passage en fait que vous avez passé, là où Patrice Emery Lumumba est en train de réécrire son discours sur ses genoux. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que finalement on allait passer sous couvert dans cette cérémonie la responsabilité des excès, ou dans le cas de la Belgique et du Congo, des horreurs coloniales, notamment au XIXe siècle, là où vous savez que notre population a été réduite d'un tiers suite au traitement qu'on a subi pendant que nous avions un statut juridique de jardin royal, donc propriété personnelle du roi des Belges. Et donc cet acte de courage, en fait, presque de témérité, là où Lumumba a repris son discours et d'une manière presque improvisée a sorti des mots qui ont tellement de poids, avec un tel courage et un tel calme. On sent que c'était un homme qui avait un rapport à la vérité, un vrai respect, une vraie considération pour la vérité. Et c'est vrai que pour tous les Africains, mais surtout pour les Congolais, à un moment là où chacun est mis un peu en face de sa conscience en disant mon pays bascule, est-ce que j'ai vraiment le courage, moi, de me lever? Est-ce que j'ai le courage de faire entendre ma voix et peut-être d'exposer ma liberté, mes intérêts, peut-être même mon intégrité physique, pour un principe qui est supérieur à mes intérêts, qui va au-delà de mes intérêts. Et de ce point de vue-là, je pense effectivement que Patrice Emery Lumumba, c'est le personnage central du récit historique national congolais. Et j'espère qu'on aura l'opportunité de renforcer encore sa présence, par exemple,
dans les programmes d'histoire au Congo. On parle beaucoup de Lumumba. Tout le monde se dit lumumbiste. Alors dans tous les partis, vous avez des partis de la majorité de l'opposition, tout le monde se dit lumumbiste. Et finalement, on oublie qu'au-delà de l'homme, peut-être de ses limites qui sont inhérentes à son état d'homme, ses erreurs, son martyre, il y a réellement derrière un homme qui à la fois avait une forme de verticalité et à la fois un discours de liberté et de dignité. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, quand vous prenez la décision, justement, contre vents et marées, d'affronter ce pouvoir en place, quand on voit le sort, justement, qu'a subi Patrice Emery Lumumba? Non, j'ai pas peur, parce que d'abord, il y a des gens qui sont beaucoup plus courageux et exposés que moi, y compris dans les Congolais debout. Et la plupart de nos compatriotes qui sont Congolais debout, de mes camarades, je les salue, parce que fondamentalement, eux sont beaucoup plus héroïques, en l'occurrence parce qu'ils courent un vrai danger. Moi, je suis à l'extérieur, je suis relativement protégé et intouchable, mais ce qui me semblait important, c'est qu'on puisse, dans cette approche collective du mal qui nous menace aujourd'hui en tant que Congolais, c'est arriver à créer un esprit de complémentarité. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun Congolais qui se sente pas concerné ou pas en mesure de faire quelque chose. C'est ça un peu le paradoxe avec la plupart des mouvements citoyens, c'est que souvent c'est des mouvements citoyens qui réclament soit d'appartenir à un certain profil, par exemple d'être étudiant ou d'être jeune, et en tout cas qui très souvent suppose qu'il y a un vrai courage physique avec des techniques de désobéissance civile dont la finalité finalement c'est de provoquer le pouvoir et souvent qui se traduit par des emprisonnements ou ce genre de choses. Moi, je pensais que c'était important de proposer aux Congolais, à tous les Congolais, à n'importe quel Congolais, une manière de jouer un rôle dans le dénouement que va connaître notre pays et qui est indubitable. Ça se fera cette année, en 2017, il y a une vraie opportunité maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça se fera l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. On ne peut pas vivre enchaîné, on ne peut pas vivre éternellement dans une situation qui est tellement illégitime et tellement injuste. Mais en l'occurrence, dans les Congolais debout, d'abord, je ne suis pas celui qui suis le plus exposé, ni dans les Congolais en général. Dans les Congolais qui ont parlé, il faut rendre hommage à des gens, des politiciens, des gens comme Franck Diongo et bien d'autres qui sont moins connus. Parce que malheureusement, on a une situation maintenant au Congo là où il y a un vrai problème de la gestion des droits humains, du respect des droits et des libertés individuelles. Et là, on emprisonne les gens pour un oui, pour un non. Et donc, à la fois, on dénonce ça, mais à la fois aussi, on offre la possibilité à tous les Congolais de dire... Un jour, ils pourront dire à leurs enfants, quand on leur demandera, mais quand le pays basculait dans le chaos, qu'est-ce que tu faisais? Au moins, tout le monde aura la chance de pouvoir dire, moi, j'ai fait quelque chose. Être un Congolais debout, c'est ça aussi. J'aimerais qu'on revienne sur une autre partie de l'histoire avant de revenir clairement sur le mouvement Les Congolais debout. C'est une partie que tout le monde entier connaît, cette histoire avec le président Mobutu. J'aimerais qu'on regarde ce discours qu'il prononce sur justement le pluralisme politique. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre
de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. On vient de regarder cet extrait du président Mobutu. Quelques mots sur cet extrait, justement. Bah oui, c'est des extraits qui sont en même temps assez tragiques par rapport au moment que le personnage est en train de vivre. C'était aussi le moment d'un grand espoir pour tous les Zaïrois à l'époque, parce qu'effectivement, on arrivait un peu à la faillite du modèle. Il y avait une faillite sociale, il y avait une faillite morale. Et donc, de ce point de vue-là, il y avait un grand espoir. J'ai deux commentaires par rapport à ce passage. Le premier, c'est que je trouve dommage qu'on n'ait pas réussi, nous, à digérer cette histoire-là. C'est important, je pense, dans ces grands moments historiques, ce moment qui a été le mobutisme, qui a déterminé quand même, pour une large part, nos caractéristiques de Zaïrois, ex-Zaïrois ou Congolais. Et je trouve ça toujours dommage que lorsqu'on n'arrive pas justement à fermer cette parenthèse et à faire la synthèse, à faire le bilan. Et aujourd'hui, je constate malheureusement que le président Mobutu est toujours enterré au Maroc. On n'a pas pu l'enterrer, on n'a pas pu faire le bilan de ce qu'a été, finalement sa faillite, cette faillite qui n'était pas seulement une faillite personnelle, c'était une faillite collective. Et je pense que c'est dangereux parce qu'effectivement, on se rend compte, et ça c'est ma deuxième observation, que la plupart des personnes qui sont là en train de l'applaudir, pour celles qui ne sont pas mortes, sont encore aujourd'hui aux affaires. Et pour beaucoup d'elles, elles sont autour du président Kabila en train de l'encourager dans la même voie, de dire réforme constitutionnelle, 45 ans c'est trop jeune pour se réformer, les textes ça n'est qu'indicatif, de toute manière on est en train de vivre quelque chose qui est tellement plus important, et là on a une vraie chance de se développer, et donc il faut qu'on arrive à amender ou à mettre de côté les textes pour être plus réaliste, plus pragmatique et saisir la chance que l'histoire nous offre à travers cette personnalité qui serait un peu comme descendue du ciel pour nous sauver. Et par rapport à ça, justement, je trouve que c'est dramatique qu'on ait fait en 25 ans, 90, 2017, 27 ans, un tour sur nous-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, le Zaïre de Mobutu de 1990, qui est déjà émietté, écroulé, c'est la RDC de Kabila 2017, après des millions de morts, et dans une situation là où, je le rappelle, Mobutu n'a pas laissé le Zaïre émietté en plusieurs morceaux. Il n'y avait pas des massacres de gens partout, il n'y avait pas des cas de cannibalisme, de viol systématique sur les femmes, sur les bébés, sur des fillettes, des choses vraiment abominables qu'on a vues depuis. Et ça, malheureusement, il faut le reconnaître, ça fait partie aussi du bilan Kabila, qui porte aussi la responsabilité des mêmes gens qui sont dans le passif du bilan Mobutu. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se reconnaîtront, et tous les Congolais savent qui ils sont. On voit un grand nombre de collaborateurs tout autour du président Kabila, qui sont ces mêmes personnes finalement, qui ont participé déjà au naufrage du Zaïre et qui sont maintenant de manière opportuniste et irresponsable en train de travailler au naufrage de la RDC. Donc c'est un peu mes deux commentaires. Et puis peut-être un dernier, c'est que d'un point de vue personnel, moi j'ai grandi auprès de mon père, qui était mon mentor, qui m'a parlé des premières années du mobutisme et de la vision qui avait été projetée à l'époque. Et c'était une vision quand même qui était très intéressante parce que elle était organisée autour d'une culture là où il y avait une idée de dignité, de conscience de soi, de valorisation de sa culture. Et il y avait des choses, à mon avis, dans le MPR, dans la manière dont, peut-être pas dans son application, mais en tout cas dans la manière dont il se définissait, notamment au début, dans les années 70, disons,
là où il y avait certes une négation de certaines libertés, mais à l'époque c'était pas dramatique. Si on se remet dans le contexte, dans beaucoup de pays sur la planète, les questions de la démocratie, des libertés individuelles n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y avait une vision et qu'il y avait, par le truchement de cette machine qui était le MPR, donc le parti unique à l'époque, une capacité à retranscrire dans le quotidien des Zaïroises et des Zaïrois certaines valeurs et certains principes. Alors, ce pouvoir, peut-être par manque de préparation, par manque de compétences, aussi peut-être par l'absence de contre-pouvoir, parce qu'on se rend compte finalement que les mêmes causes apportent souvent les mêmes conséquences dans ce genre de système, s'est perdu dans ses propres turpitudes et finalement a sombré dans la faillite morale notamment, de la corruption généralisée, etc., etc. Mais je constate qu'aujourd'hui, et ça, c'est un constat plus au niveau africain, qu'il y a quelque chose qui nous manque. On n'a plus des partis politiques qui réellement nous parlent. On n'a plus de partis politiques qui aujourd'hui nous vendent ou nous proposent une vision de l'homme, une vision de l'Africain, un regard qui serait porté par l'Africain sur le monde, mais aussi un regard sur soi-même et sur sa propre histoire. Et je pense que ça fait beaucoup défaut, parce que j'entends beaucoup dans le débat public autour de l'Afrique des choses qui sont positives, par exemple sur la bonne gouvernance, sur l'importance de la séparation des pouvoirs, sur l'importance de l'indépendance de la justice, par exemple, qui sont des thèmes qui sont importants, qui sont fondamentaux et inhérents à l'idée même de développement. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est très absent d'une partie de ce débat-là. Quand on nous dit, par exemple, il faut des institutions fortes et pas des hommes forts, j'ai l'impression qu'il y a, de nos jours, si on fait vraiment le bilan au niveau de l'opinion publique africaine, il y a une espèce de défiance systématique par rapport aux élites africaines et par rapport aux politiciens. Alors c'est très en vogue aujourd'hui, par exemple en Europe, on considère que tous les politiciens sont forcément pourris, que le rapport au pouvoir ou le rapport à l'exercice du pouvoir est forcément intrinsèquement vicié. Mais je pense que pour un continent comme l'Afrique, qui a à la fois tellement de défis à relever et à la fois tellement d'atouts de nature stratégique, ça serait tellement important aujourd'hui de pouvoir un peu faire la paix avec notre propre histoire, avec notre passé, et arriver à se remettre à penser, se remettre à penser à développer des modèles pour nous et par nous. Et ça, à mon avis, ça se fera uniquement le jour où on arrivera à faire justement la paix avec cette histoire et le bilan de ces époques de manière très objective, très sérieuse, très complète, et arriver à comprendre la raison des échecs, mais arriver aussi à séparer le bon grain de l'ivraie et à voir ce qu'il y avait d'intéressant dans les modèles et dans les propositions qui ont été faites à l'époque. Fort de cette histoire politique, on a vu il y a 2 ans des mouvements citoyens naître en RDC, Filimbi ou alors Lucha, qui sont aujourd'hui à bout de souffle. Est-ce que les Congolais debout ne vont pas connaître le même sort? Je ne crois pas d'abord que Lucha et Filimbi sont à bout de souffle. Il faut arriver à comprendre un peu quelle est leur dynamique. Aujourd'hui, Lucha Filimbi, c'est avant tout des jeunes gens, pour beaucoup des étudiants qui sont répartis un peu partout en RDC, qui dénoncent une certaine culture qui est en train d'être créée de violation des libertés fondamentales. Des violations des libertés des citoyens, du droit d'expression, de l'instrumentalisation de certaines de nos institutions. Et donc je pense qu'ils jouent un rôle avant tout de signal d'alarme. Or aujourd'hui, on parle beaucoup d'eux. On parle d'eux pas seulement à l'étranger, mais on parle d'eux également au Congo. Je pense que le fait qu'on les combatte, qu'on les emprisonne régulièrement, ne font que donner plus d'écho à leur cause. Et c'est bien la dynamique ou le mode de fonctionnement de ce genre de mouvement d'activistes qui est que finalement, plus vous vous attaquez à eux et plus vous créez une chambre de résonance ou une caisse de résonance à leur combat et à leurs propos. Donc en l'occurrence, je ne pense pas qu'ils soient à bout de souffle, seulement je pense qu'effectivement, autant du point de vue du symbole, le fait qu'on ait des jeunes qui soient capables, avec autant de courage, de s'exposer pour une certaine idée, certaines valeurs et certaines idées du Congo, c'est un symbole magnifique dans la nuit congolaise
dans un pays qui effectivement souffre d'une lente chute vers justement une situation plus chaotique, mais en même temps, c'est quelque chose qui parfois peut être contre-productif. Et en parlant avec eux, parce que ça a été vraiment un moment pour moi très intéressant, les assises de Chantilly, de Paris, là où le mois dernier, on s'est réunis pendant 3-4 jours avec un certain nombre de mouvements citoyens, dont des représentants de Filimbi et de Lucha, mais aussi de beaucoup d'autres associations de défense de droits de l'homme et ONG. On a eu l'opportunité justement d'échanger autour de toutes ces questions. Et j'avais fait un commentaire en disant, écoutez, c'est génial, vraiment je rends hommage aux symboles, mais je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à s'adresser à tous ceux des Congolais qui n'ont pas vocation au martyr. Et effectivement, si on a envie aujourd'hui, et c'est vraiment le challenge, si on a envie que le pays retourne sur les rails de la démocratie et de la légitimité, donc du droit, de la légitimité constitutionnelle, c'est important que ça soit avant tout une culture de masse. C'est-à-dire que la culture citoyenne, fondamentalement, c'est pas forcément de monter sur les barricades, mais c'est, par exemple, lorsque vous voyez une femme en train de se faire agresser dans un bus, vous vous mettez debout. Eh ben, au Congo, on souffre un peu du phénomène, vous savez, on parle souvent de bullying, les enfants qui se font maltraiter ou qui se font violenter dans la cour de récréation à l'école. Et généralement, le premier jour, lorsqu'il y a un grand qui vient, ou même un petit, mais qui psychologiquement leur fait pression et leur prend leur goûter, le second jour, généralement, ils ne savent plus comment se défendre. Donc, ils ne se défendent pas. Et il suffirait pourtant que soit ils le dénoncent, soit ils appellent un copain, soit juste ils disent non et qu'ils assument pour que l'autre se décourage et aille chercher une autre victime ou abandonne son projet d'en faire sa tête de Turc. Eh ben, c'est un peu la même chose au Congo. Le Congo, la population congolaise a été bouliée, donc a été martyrisée, elle a été violentée, elle a été terrorisée. Et ce, effectivement, depuis l'ère de Mobutu jusqu'à l'ère de Kabila père. Et aujourd'hui, on a un grand retour avec Joseph Kabila qui veut se maintenir au pouvoir et donc qui veut s'assurer d'étouffer la moindre contestation dans l'œuf. Et donc tout le défi, tout le challenge, c'est pas qu'il y ait certains jeunes Congolais qui nous montrent un exemple de dignité, qui nous montrent un exemple de combat, de courage, qui nous inspirent. Je le remets en perspective avec le début de notre conversation sur Patrice Emery Lumumba. C'est des jeunes, ça c'est des lumumbistes. Les autres qui aujourd'hui sont porte-parole du gouvernement ou au gouvernement qui se targuent d'être lumumbistes, mais qui sont en train d'accompagner le pays à la suite de M. Kabila dans l'illégitimité, l'inconstitutionnalité, eux, je pense, sont très questionnables par rapport à leur engagement lumumbiste. Mais je pense que c'est important que, en dehors de ces jeunes-là, on puisse aussi s'adresser à la grande masse des Congolais pour dire, venez, reprenons conscience des droits et des obligations morales que le Constituant nous a offerts ou auxquels il nous a engagés. De ce point de vue-là, c'est important, par exemple, de reprendre ce droit de manifester son opinion, de manifester son désagrément ou son refus de certaines choses. Aujourd'hui, malheureusement, au Congo, tout l'objectif, c'est qu'on ne puisse pas s'exprimer. Lorsqu'il n'y a pas d'élection, vous savez qu'au Congo, c'est pas seulement la question de l'élection du président qui a un an de retard maintenant, puisque elle devait normalement avoir lieu avant, le scrutin devait être, au terme de notre Constitution, convoqué avant le 19 décembre 2016. Ça n'a pas été fait, et jusqu'aujourd'hui, on a donné une année d'extension après une négociation avec des représentants des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses, et un an plus tard, il n'y a toujours pas de calendrier électoral, les élections ne sont toujours pas possibles. Dans le Kasaï, dans certaines provinces, il y a des instabilités qui justifient, soi-disant, qu'il n'y ait pas d'enrôlement possible. Et donc finalement, on est dans une culture là où effectivement on nous justifie à chaque fois de raisons ou de cas de force majeure pour lesquels les élections ne pourraient pas avoir lieu. Mais les élections, au terme de notre Constitution, c'est aussi des élections locales, les élections des bourgmestres, les élections des gouverneurs, les élections des assemblées provinciales, les élections du Sénat, etc., etc. Sur un total peut-être entre une demi-douzaine et une dizaine d'élections qui devaient se tenir, zéro au Congo se sont tenues dans les termes
et dans les délais qui étaient prévus par la Constitution. Alors nous, évidemment, les Congolais, notamment les Congolais debout, on se rend bien compte qu'il y a une volonté délibérée de créer cette situation de fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous pensons que l'objectif, c'est justement de confisquer d'une certaine manière de facto au peuple congolais la possibilité de sanctionner les grandes options qui sont en train d'être levées. Et de dire, nous voulons ci, nous ne voulons pas ça, voilà la direction dans laquelle nous voulons aller, voilà le bilan que nous faisons de l'exercice qui a été fait de tel pouvoir à tel niveau administratif, et voilà ce que nous en pensons, nous voulons continuer ou nous voulons arrêter. Et donc, Lucha Filimbi ne s'adresse pas réellement à ces questions-là, et nous avons pensé qu'au niveau des Congolais debout, nous pourrions travailler main dans la main avec ceux qui sont là. Nous, on est arrivés il y a 1 mois. Eux, ça fait des années qu'ils se battent, ça fait des années qu'ils se font emprisonner, et donc évidemment, il faut prendre ça en considération. Mais nous qui sommes là, nous avons l'ambition justement d'arriver à compléter cet effectif, comme on dit au football, de manière à ce que justement, on ait un mouvement qui soit un mouvement de masse, qui s'adresse et qui sensibilise tous les Congolais, et qui leur propose, qui leur offre des moyens de participer de manière active, sans forcément risquer leur vie, mais de manière active à l'écriture de ce moment spécial d'histoire que nous allons vivre dans les prochains mois. Ça me permet de rebondir sur un article qu'on a lu dans un magazine qui est beaucoup lu en France et partout dans le monde, un article dans lequel vous répondez à une question qu'on vous pose, et votre réponse est claire. Il vaut mieux confier le pouvoir, en tout cas les richesses d'un pays doivent revenir à un noir corrompu plutôt qu'à un blanc néocolonialiste. Alors j'aimerais d'abord resituer l'article. Il s'agit d'un article d'opinion pour lequel j'ai donné une interview qui était très longue, qui était une conversation dans laquelle j'ai adopté ce qui est finalement ma position depuis certains temps, de dire lorsque j'accepte une interview, je n'évite aucune question et je prends le temps de répondre et de m'exprimer. Seulement, ce n'était pas une interview dans laquelle, par exemple, quand vous regardez dans Afrique Magazine, on me pose une question et on retranscrit ma réponse in extenso. C'était une conversation qui a servi de base à un papier qui était un papier d'opinion. Alors, effectivement, le journaliste, je ne remets pas du tout en cause son travail de journaliste, je dis juste que dans l'approche ou dans la lecture critique qu'il faut avoir de ce document, il faut aussi tenir compte du fait que ce sont des propos, certes provocateurs, peut-être d'aucuns diraient maladroits. Je n'ai pas l'habitude de pas assumer mes propos, mais en tout cas, merci de l'opportunité de les expliquer. Nous étions en l'occurrence en train de parler d'un thème que j'ai beaucoup à cœur, qui est que je trouve que dans les médias, d'une manière générale, dans le regard qui est porté sur l'Afrique et donc dans le regard, par extension, que les Africains portent sur eux-mêmes, ils ont le sentiment que le problème de l'Afrique, c'est les élites africaines. Or, moi, je dénonce un fait, c'est que le grand problème de l'Afrique, c'est le fait que l'Afrique se fait voler, ou, entre guillemets, vous me pardonnerez l'expression, se fait arnaquer. Et ce que je dis, c'est que sur 100 $, qui sont de manière indue ou de manière abusive, soutirés de la richesse de l'Afrique, sur 100 $, il y a $1 qui a une main noire. Mais lorsqu'on parle de l'Afrique, et lorsque les médias parlent de l'Afrique, on a l'impression que le problème de l'Afrique, c'est la corruption. Et donc, dans un accès un peu d'agacement... Mais c'est pas faux. Il y a un problème réel de corruption en Afrique. Absolument. Mais il y a un problème réel, mais lorsqu'on parle du point de vue de l'Afrique en disant les problèmes de l'Afrique, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à parler de tous les problèmes de l'Afrique. Le problème de la corruption, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est un vice, parce que fondamentalement ça change la perception de l'homme de son sens de la responsabilité, de son engagement dans sa vie publique, et ça pose de vrais problèmes. Et en plus, c'est transversal. C'est-à-dire que c'est pas seulement le problème en haut de l'État, les problèmes de corruption, c'est aussi, de manière généralisée ensuite, le fait qu'il y a un manque total de civisme à tous les échelons. Et que ça gangrène la société. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans l'appauvrissement de l'Afrique, ça représente 1% du problème du point de vue commercial et financier. Le vrai problème, c'est les termes de l'échange. Et aujourd'hui, je constate qu'effectivement, alors bon, là, en plus, on était en train de parler de moi et de mon parcours dans les affaires, et là où je disais qu'effectivement, je me rends compte que aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas un noir qui a des grandes affaires stratégiques. Il n'y en a pas.
Vous savez, quand vous allez dans un pays, il y a ce qu'on appelle les Big Five. C'est-à-dire dans un pays, si vous regardez, qui est le patron des télécoms, qui est le patron des banques, qui est le patron des mines, qui est le patron de l'énergie, et qui est le patron des brasseries. Alors bon, ça ne marche pas forcément dans les pays musulmans, évidemment, mais généralement, c'est les 5. Vous les regardez. Si vous voyez que dans les 5, c'est un local, quand je dis un local, ça veut dire un national, un monsieur de ce pays-là, alors vous êtes dans un pays là où effectivement, le pays est au règne de son propre potentiel économique. Aujourd'hui, vous regarderez que dans la plupart des pays africains, je n'en connais pas beaucoup, dans lesquels les 5, vous pouvez dire non, mais lui, c'est tel homme d'affaires qui est connu. Même au Nigeria, quand vous allez, il y a des hommes d'affaires qui sont très très forts, mais qui n'ont pas, ou même en Afrique du Sud, et vous ne pouvez pas les voir dans les 5 secteurs, ça n'existe pas. Je constate également que on a créé une espèce de situation morale de facto, là où les Noirs sont responsables de la pauvreté en Afrique, là où un gars en Afrique du Sud, Patrice Motsepe, qui est riche, entre guillemets, parce qu'il est black empowered. Donc il y a eu une espèce d'accord pour dire, voilà, on a fait beaucoup de mal aux Noirs, il faut qu'on essaye de les aider à s'intégrer et donc qu'on leur donne de la force, du pouvoir économique. Et donc on a choisi des gens à qui on a décidé de créer des opportunités économiques pour qu'ils arrivent à s'enrichir et eux-mêmes à représenter des exemples et en même temps à enrichir d'autres gens de leur population. On est arrivé à un tel point, là où Patrice Motsepe, qui en dehors de ça est un ami, s'est senti tellement sous pression qu'il s'est senti obligé à dire « j'offre la moitié de ma fortune aux Africains comme Warren Buffett », alors que, dans une large partie, il est le résultat d'une opportunité qui a été créée pas seulement pour lui, mais pour tous les Noirs d'Afrique du Sud. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire, le fait que l'Afrique soit un tel réservoir de croissance, et ça a une telle cache-cow pour tellement de sociétés, mais que ça pose seulement un problème, bizarrement, quand c'est des Africains. On vous dit toujours, ah non mais lui c'est pas possible, parce qu'il est cousin, ou il est fils d'eux, ou il est etc., etc. Et ça ne pose jamais aucun problème lorsque c'est un grand groupe étranger. Quand il s'agit de faire du trading, de matières premières, de pétrole, de machin, etc., ça ne pose jamais aucun problème lorsque c'est des sociétés, même souvent des sociétés qui sont très jeunes. Donc mon propos, évidemment, soyons clairs, ça n'est pas de faire la promotion des antivaleurs et la promotion, en l'occurrence, de la corruption. La corruption est un mal. C'est un mal. Il faut le condamner. Il faut le combattre. Il faut la combattre. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire de la corruption africaine l'arbre qui cache la forêt et l'argument ou l'excuse derrière laquelle se cachent tous les opportunismes. Et c'est là où je pense que c'est très important pour les Africains de reprendre un peu le débat sur l'Afrique, et notamment le débat critique, qui aujourd'hui, et je le partageais avec mes amis des autres mouvements sociaux et notamment des activistes, là où je leur disais, mais je suis admiratif, ils sont plus jeunes que moi, j'ai 45 ans, ils ont tous entre 25 et 35 ans. Je suis admiratif de l'énergie, de l'engagement, de la manière détachée, sans tenir compte de ses intérêts, de s'engager pour une cause et pour des principes. Mais je leur disais, est-ce que vous ne trouvez pas ça dérangeant? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être toujours contre? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est pas gâcher un peu cette énergie, de ne pas plutôt faire des propositions? Pourquoi est-ce que vous considérez que forcément la politique c'est vicieux ou c'est vicié, forcément c'est sale, forcément c'est avilissant? Est-ce qu'aujourd'hui justement, vous qui êtes fort de ces valeurs, de ces principes, de ces idéaux, est-ce que vous ne seriez pas des jeunes gens qui justement devraient s'exprimer dans l'arène politique et aller à la rencontre des gens et faire des propositions et essayer de mettre en place des dynamiques? Et c'est exactement ce que je remettais en question, ce que je dénonçais dans cette formule qui était provocatrice. Je laisse le privilège aux commentateurs ou aux spectateurs de qualifier est-ce que c'était maladroit ou pas. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas politicien, je suis candidat à rien, donc je suis libre de ma parole et j'exerce cette liberté de parole même si parfois elle doit me desservir ou elle doit desservir mes intérêts. Mais donc, j'aimerais que ça soit clair. Dans le bashing que j'ai vu ces derniers temps en disant, voilà, oui, mais finalement, c'est juste que des corrompus, c'est juste qu'un jeune
qui est opportuniste, dont les affaires ne sont pas claires, la distance entre les intérêts et les influences et réellement la valeur ajoutée de ce qu'il fait, c'est pas très clair. J'ai dit, je préfère de toute manière que les richesses de l'Afrique aillent vers un noir corrompu qu'un blanc néocolonialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup des richesses de l'Afrique qui ne vont pas vers des intérêts égoïstes de certains dirigeants ou de certains Africains, de responsables africains, mais qui vont vers des intérêts économiques qui sont par ailleurs tout à fait respectables, qui ont pignon sur rue et qui sont à l'international. Et que ça, c'est un vrai problème dont il faut que les Africains, et notamment la jeunesse africaine, prennent conscience et par rapport à laquelle il faut qu'on commence à avoir un discours un peu plus critique. À l'instar des autres mouvements comme le ballet citoyen, par exemple au Burkina, il y en a marre au Sénégal, il y a un mouvement qui existe au Cameroun, qui est un mouvement créé par un jeune monsieur qui s'appelle Cabral Libi, qui a incité des jeunes, en tout cas pas uniquement des jeunes, mais toutes les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que vous pensez aller dans ce même type d'action pour inciter justement les populations, toutes les populations congolaises finalement, à s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est déjà le début pour faire bouger les lignes ou pas du tout? Je pense que la situation de la RDC, elle est complètement différente de la situation du Cameroun. Alors je connais ni ce monsieur ni la situation réelle du Cameroun, donc je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Ce que je sais, c'est qu'au Congo, l'enrôlement sert justement à gagner du temps. C'est-à-dire qu'on crée cette perception, il y a tout un marketing politique qui est mis en place pour dire mais les élections vont avoir lieu puisque l'enrôlement est en cours, et en même temps on a beaucoup de communicateurs de la majorité présidentielle qui très savamment distillent des idées comme quoi un référendum serait nécessaire, comme quoi il n'y a pas besoin de faire d'élections présidentielles parce qu'il faudrait d'abord faire les élections à la base, parce que finalement on aime tellement le peuple au niveau de la majorité présidentielle qu'on pense qu'il vaudrait mieux résoudre les problèmes du peuple plutôt que de résoudre les problèmes des politiciens qui eux ne sont intéressés que par l'accès au pouvoir. Bref, ce double langage, ce double discours qui est là en permanence nous a convaincus, nous au niveau des Congolais debout, mais au niveau aussi de la plupart des mouvements et associations de la société civile, que en fait nous n'étions pas dans les derniers mètres qui nous séparent des élections, mais que nous étions réellement dans une stratégie de diversion pour arriver à gagner du temps et pour arriver à créer une situation d'illégitimité complète de facto qui donnerait l'opportunité de revisiter la loi électorale, qui donnerait l'opportunité de revisiter éventuellement la Constitution et donc d'ouvrir une porte à une réforme constitutionnelle dont la finalité, ça serait soit de garder un président Kabila de facto en lui créant une légitimité sur mesure, soit éventuellement de déverrouiller de facto l'article de la Constitution congolaise qui prévoit qu'on ne peut être président de la République que 2 fois successivement pour un mandat de 5 ans, donc renouvelable une fois. Alors je signale quand même que le président Kabila a été élu une première fois pour 5 ans. Il a été réélu, alors je ne commenterai pas sur les conditions parce que ce n'est pas mon propos, mais il a été réélu pour 5 ans et son mandat s'est donc terminé en décembre 2016, il y a plus d'1 an. Pourtant, il est toujours au pouvoir. On n'a toujours pas de calendrier électoral, on n'a toujours pas de visibilité sur quand seront les élections, ni sur quel serait éventuellement son dauphin. Donc ce que nous avons fait, nous, au niveau des mouvements citoyens, c'est que nous sommes réunis pour essayer de voir quelle est la réponse légale, quelle est la réponse constitutionnelle que nous pouvons donner, ou que nous pourrions suivre, la voie que nous pourrions suivre, pour arriver justement à retirer tout le processus dans le sens de la légitimité et de la légalité. Et alors il y a un article de notre Constitution qui prévoit de manière très intéressante que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu qui exercerait le pouvoir par la force ou en violation de la Constitution. L'article, le fameux article 64. Exactement. Alors, dans son alinéa 1, c'est ce qu'il dit. Il existe un alinéa 2 qui dit qu'en revanche,
tout groupe d'individus qui voudrait prendre le pouvoir par la force devrait faire l'objet de la même résistance populaire. En l'occurrence, ce que nous avons fait, nous l'avons fait délibérément de manière très structurée, de manière très juridique. Lors des assises de Paris qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont donné lieu à la signature de ce manifeste, le manifeste du Congolais qu'on a appelé Esili, Esili en lingala ça veut dire « c'est fini », on a tout d'abord eu un exposé sur, on a eu des exposés sur 3 points très précis. Vous expliquiez en fait, quand vous décrivez tout ce que vous avez déjà mis en place, est-ce que vous ne craignez pas que cela s'adresse à une certaine catégorie de la population, uniquement des intellos par exemple? Non, aujourd'hui justement, toute l'idée de la manière dont nous avons structuré les Congolais debout, c'est un réseau en étoile. C'est-à-dire qu'on est à la fois organisé en cellules géographiques, dans la diaspora mais surtout au pays, et à la fois organisé par filière ou par filière socio-professionnelle, de manière à ce que les avocats puissent jouer leur rôle et s'organiser, les fonctionnaires publics puissent le faire également, les médecins également, les étudiants également, les gens qui sont dans les quartiers populaires à la Tchangou, à Kinshasa, puissent le faire, mais à Lubumbashi ou à Goma aussi, et également dans les zones rurales décentralisées. Donc l'idée, c'est arriver à passer le message au plus grand nombre, à la population, pour arriver à ce qu'on prenne conscience de la situation dans laquelle nous sommes au regard de notre Constitution. Monsieur Dokolo, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle au Congo, même si vous nous avez expliqué que non, mais est-ce que ce n'est pas une idée qui vous a déjà effleuré un tout petit peu? Non, parce que je pense d'abord, vous savez, moi j'ai une vision du pouvoir, j'ai une connaissance du pouvoir par mes relations familiales qui est assez intime, assez personnelle. Et sincèrement, président du Congo, c'est plus une croix de Golgotha que réellement un projet de carrière. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est comme responsabilité aujourd'hui. On a quelque chose entre 60 et 90 millions de Congolais, personne n'est sûr. On a un pays avec un taux d'analphabétisation qui est terrible, qui doit être dans les 70%. On a un pays qui envoie des miettements, des mouvements rebelles qui sont instrumentalisés régulièrement par-ci, par-là. Une jeunesse qui a été abandonnée à elle-même depuis des décennies, sans éducation, exposée à des violences vraiment terribles. On parle des viols, on parle des assassinats, des meurtres, mais aussi ce terrorisme qui est fait sur les gens, couper les mains, couper les pieds, un peu comme au Libéria. Alors vous imaginez quelque chose comme au Libéria ou à Sierra Leone, mais aux dimensions d'un sous-continent. Non, je pense que c'est vraiment pas le sens, en tout cas moi, de mon engagement dans les Congolais debout. Et je sais que beaucoup pensent que ce serait vraiment un scénario intelligent et idéal, mais ça n'est vraiment pas mon propos et ça n'est vraiment pas notre propos aux Congolais debout. Et puis il y a une autre raison qui est qu'il n'y a pas d'élection au Congo, donc il n'y a pas lieu d'y avoir de candidats. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection et il n'y aura pas d'élection. Parce que les élections, c'est la fin de la stratégie de M. Kabila de se maintenir au pouvoir. Or aujourd'hui, il contrôle encore tous les leviers du pouvoir, il s'apprête à faire une tournée internationale, à aller faire encore des promesses sans lendemain aux Nations Unies, essayer de gagner du temps. Et c'est vrai qu'il a développé une grande habileté à gérer ces équilibres très précaires. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire il y a des candidats, puisqu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui au Congo, ni de faire un bilan de ce qui a été fait par M. Kabila lors de ce mandat, ou lors de ces 2 mandats successifs. Et il n'y a pas non plus de possibilité de discuter de projets de société. C'est très dommage, mais aujourd'hui, les politiciens en sont réduits à ne se déterminer que par rapport à « je roule avec Kabila » ou « je m'oppose à lui ». Et alors, je vis une espèce, un apostolat, une vie de souffrance, une vie dans laquelle on est l'objet de pression psychologique, de pression matérielle, etc. etc. Je trouve que c'est particulièrement dommage parce que ça fait tellement de temps qu'en dehors de la propagande, on ne parle plus des problèmes du Congo, on ne parle plus des potentialités du Congo, on ne parle plus de stratégie pour remettre cette jeunesse au travail, pour arriver
à remettre de l'ordre dans le pays, pour arriver au décollage économique qui est pourtant à notre portée. On ne parle plus de l'éducation, on ne parle même plus de la sécurité. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on ait non seulement de vraies bonnes élections, mais en même temps une vraie bonne campagne électorale. Ça veut dire, au-delà de la sympathie que les uns et les autres peuvent avoir pour tel individu, qu'on ait la possibilité, à travers l'exercice électoral, de proposer aux Congolais un plan vers l'avenir. Un plan qui est organisé autour d'une vision, argumenté, articulé autour de différents aspects, et que les Congolais puissent poser les questions, puissent jauger de la crédibilité des personnes qui proposent ces visions, et en même temps choisir le meilleur projet, et non pas une personne, comme je disais, une espèce de roi ou de personnage providentiel, mais réellement quelqu'un dont la responsabilité, l'engagement vis-à-vis des électeurs serait de développer ce plan-là de manière fidèle et rigoureuse pour essayer d'en atteindre les objectifs. Et ça, je pense, c'est ce qui manque. Il ne manque pas de candidats. Moi, si j'étais là, je serais un candidat individuel en train d'essayer de dire je suis intelligent, j'ai des moyens. Pour moi, c'est contre-productif d'aller dans cette direction-là. Alors, j'ai déjà parlé des élections, il y a déjà des candidats. Moi, j'ai déjà fait des commentaires sur mon sentiment par rapport à tel ou à tel autre, ou à tel autre projet. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on laisse le temps à la campagne de se faire et qu'on permette aux Congolais de développer cette culture démocratique qui consiste non pas à aller applaudir et acclamer quelqu'un qui vous offre le plus de t-shirts ou le plus de vélos, que sais-je encore, mais réellement d'arriver à se poser des questions sur quel est le bilan de ce que nous avons fait ces 15 dernières années, pour pas dire plus, quelle est la nature des échecs, quelle en est la cause, et quel est le plan qui mettrait le mieux au centre de son action ses principes et ses valeurs qui nous permettraient d'arriver à un résultat meilleur. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je ne suis pas candidat, je ne fais pas de la politique. Alors, avant-dernière question, ça me permet de faire la transition sur que pensez-vous de la relation aujourd'hui entre la France et l'Afrique ? Écoutez, c'est particulier. Moi, j'ai grandi en France. J'ai grandi à Paris. J'ai un esprit finalement assez parisien. Je suis un peu le résultat de cette culture-là, républicaine française. Je ne viens pas d'un pays qui a été colonisé par la France. Par exemple, nous, on n'a pas le franc CFA, on a le franc congolais. Avant, on avait le Zaïre monnaie. J'ai l'impression qu'effectivement, la plupart des pays qui ont été colonisés par la France souffrent de ce qui qualifie être de la France-Afrique, c'est-à-dire finalement d'un agenda français qui serait dicté par les intérêts stratégiques et pas par les valeurs et les principes. J'ai l'impression que le premier pas, c'était déjà la prise de conscience. J'ai l'impression que du côté français, en tout cas je l'ai entendu dans le débat public à maintes reprises, il y a cette volonté de le remettre en question. Maintenant, la France, c'est un État. Il y a un truc que j'ai l'impression, il y a une chose que les pays africains n'ont pas suffisamment intégré comme paramètre, c'est que les relations internationales dans le monde ne sont pas gérées par des relations de solidarité ou d'amitié. Elles sont gérées par des relations de concurrence. Par rapport à ça, la France a des atouts, elle a des fragilités, elle a des faiblesses, elle a des opportunités, et l'Afrique est une opportunité. Aujourd'hui, la France, elle est forte de sa technologie, elle est forte de ses méga-entreprises, notamment dans le domaine des technologies, mais aussi des mines, de l'énergie, du pétrole, etc., etc. Et donc, fatalement, la politique extérieure de la France est aussi, normalement, naturellement, dictée par ces intérêts-là. J'ai l'impression maintenant que la France essaye, ou elle est peut-être plus ouverte, à revoir un peu ou à intégrer un peu plus de facteurs qui sont des facteurs de principe et de valeur dans sa stratégie ou dans son positionnement par rapport à l'Afrique, et c'est à saluer. Maintenant, je constate aussi qu'il y a des thèmes sur lesquels ça bloque encore. Il y a ce fameux thème là maintenant du franc CFA, etc., dont on sent que ça fait remonter à la surface quand même des souvenirs douloureux, des plaies qui sont encore ouvertes,
ou par exemple, même dans le domaine culturel, ce fameux débat sur le Quai Branly, qui est le dépositaire de richesses qui appartiennent au Bénin, soyons clairs, et qui refuse de s'en départir pour des arguments pour le moins fallacieux, ou en tout cas pas des arguments de principe. On est en train de parler justement la stratégie contre les valeurs et les principes. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la stratégie. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on sent que le débat a du mal à avancer, mais je pense que le fait qu'on commence à en parler et le fait que ce ne soit pas seulement un discours bilatéral, c'est-à-dire d'État à État entre un État africain et l'État français, mais que ce soit aussi les opinions publiques africaines, mais aussi les populations afrodescendantes et même françaises ou caribéennes ou afro-caribéennes en France, abordent ces questions-là. Par exemple, l'histoire du peuple noir par rapport à la France, la responsabilité historique de la France par rapport à l'esclavage, etc., sont des dossiers sur lesquels on en est vraiment aux prémices, mais vis-à-vis desquels on sent qu'il y a une ouverture et une évolution qui sont à saluer. Très bien. Dernière question. La diaspora congolaise à l'étranger ne peut pas voter, n'a pas le droit de vote. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le mouvement Les Congolais debout, qu'il y a moyen de faire basculer les choses pour qu'il y ait un vote de la diaspora congolaise ? Je pense que d'une manière générale, ça serait contre-productif de la part d'un pays comme la RDC qui a une diaspora tellement importante, pas seulement en termes de volume, c'est-à-dire de nombre de personnes qui la constituent, mais en même temps en termes de profil, d'expérience, de capacité, de technicité dont la RDC a si cruellement besoin, qu'il faut que la RDC, à terme, arrive à redéfinir sa relation stratégique par rapport à cet atout. On parlait de stratégie. La diaspora, c'est un atout pour la RDC. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que ça pose des problèmes. Par exemple, la question de la binationalité, le thème de la binationalité, c'est un vrai problème au Congo parce qu'il y a plein de binationaux. On s'en est rendu compte, il y a un Premier ministre qui a été nommé Premier ministre et dont, juste après la publication de sa nomination, on a vu sur les réseaux sociaux son passeport belge. Ça a posé un problème. Bon, il se trouvait que ça arrangeait les affaires du clan Kabila et donc on a arrangé, soi-disant sous seing privé, il a abandonné sa nationalité. Qu'en est-il? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça prouve qu'on est en face d'une situation où nos textes ne sont plus tellement alignés d'abord à la réalité de notre société, du temps qu'on vit, du moment qu'on vit, nous en tant que Congolais, mais aussi à nos propres intérêts stratégiques, nous en tant que Congolais. Et de ce point de vue-là, on se rend compte qu'effectivement, il y aura une nécessité de faire peut-être évoluer ou de réexaminer ces textes. Mais lorsqu'on ouvre lorsqu'on rentre dans le sein des saints qui est la Constitution, il faut faire très attention à la manière dont on le fait. Il faut que ce soit fait avec une grande légitimité. Il faut que ce soit fait dans un climat qui est parfaitement apaisé. Il n'est pas le temps aujourd'hui, quand le pays est en train de brûler de tous les côtés, quand toutes nos institutions sont frappées d'illégitimité parce qu'elles ont toutes passé le délai de leurs élections, il n'est pas temps aujourd'hui de commencer à aborder ces questions. Parce qu'effectivement, il y a une volonté délibérée des stratèges de la majorité d'amener tout le monde sur ce terrain-là, en disant mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir, comme ils aiment dire. Ah non, mais on n'a pas le droit de s'interdire de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas un référendum constitutionnel? Est-ce que c'est normal que les jeunes Congolais de la diaspora ne puissent pas voter? Est-ce qu'il est normal que... Alors, on met le feu au Kasaï, on laisse le feu se développer au Kasaï, avec des centaines de milliers de morts et de déplacés, des atrocités sans précédent, et on dit, ah oui, mais est-ce qu'il serait vraiment moral de notre part d'organiser les élections sans laisser le Kasaï voter? Et malheureusement, dans le dialogue qui existe aujourd'hui entre nos dirigeants et nous, Congolais, nous, la population, il y a cette espèce de sarcasme, il y a cette capacité d'instrumentaliser les pires tragédies. Et fondamentalement, moi je pense que le grand problème de ce pouvoir Kabila finissant, c'est pas seulement les trahisons dont on l'accuse, c'est pas seulement les parjures, c'est pas seulement les manquements, c'est aussi l'indignité. L'indignité dans laquelle on a amené le débat public, l'indignité dans laquelle on a amené les Congolais qui ont été clochardisés, qui sont humiliés. Et je crains que si les partenaires de M. Kabila et M. Kabila lui-même ne se rendent pas compte de la nature de la blessure, de la frustration, de l'amertume qui aujourd'hui anime tous les Congolais,
la situation risque de déborder et on risque d'arriver à un endroit là où personne ne veut aller. Personne ne veut que M. Kabila finisse comme Samuel Doe. Personne ne veut que le sang coule dans les rues de Kinshasa ou dans les rues de Lubumbashi et personne ne veut qu'on recrée des rébellions et qu'on dépaisse ce pays. Nous tous, nous sommes Congolais, nous aimons tous le Congo et nous aimons tous nos enfants. Et on aimerait tous que ce pays, on puisse le léguer et le passer à nos enfants dans un état meilleur que ce que nous avons reçu de nos parents. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Et c'est une responsabilité pas seulement de nos dirigeants et de nos politiciens, c'est une responsabilité de tous les Congolais. Et ça, c'est le message central des Congolais debout. C'est la fin de cet entretien avec Sindika Dokolo. Merci beaucoup de nous avoir apporté quelques éléments de réponse sur ce mouvement citoyen. Les Congolais debout. On espère en tout cas que grâce à cet entretien, vous avez appris plus sur l'histoire de la RDC. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je ne pourrais pas conclure ce débat sans remercier chaleureusement toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux ou alors sur le numéro qui apparaît sur l'écran.